Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent juste imperturbables, comme vraiment calmes? Même quand tout autour d'elles est le chaos, on leur coupe la route et elles n'explosent pas. Elles reçoivent des critiques injustes et ne ruminent pas de ressentiment pendant des jours. Quelqu'un dit quelque chose d'incroyablement grossier et c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard pour elles. Pendant ce temps, le reste d'entre nous, nous laissons chaque petit inconvénient ou commentaire irréfléchi détourner nos émotions, ruiner notre concentration, voler notre joie, consommer notre précieuse énergie. Imaginez un instant le coût énorme d'être dérangé. Pensez à la dernière fois que les actions de quelqu'un ont complètement fait dérailler votre humeur. Peut-être était-ce le commentaire dédaigneux d'un collègue juste avant une réunion importante, ou un membre de votre famille qui appuyait sur vos boutons sensibles lors d'une réunion de famille. Peut-être était-ce juste un étranger sur Internet qui disait quelque chose de blessant. Combien de temps avez-vous porté ce sentiment? Des heures? Des jours? A-t-il affecté la façon dont vous avez traité les autres? Vous a-t-il empêché de dormir la nuit? Cette énergie, ce temps, cet espace mental, c'est parti. Investi entièrement dans le comportement de quelqu'un d'autre que vous ne pouviez de toute façon pas contrôler. On a l'impression qu'ils ont le pouvoir, n'est-ce pas? Comme s'ils pouvaient simplement atteindre votre poitrine et vous arracher votre paix quand ils en avaient envie. Mais et si je vous disais que ce sentiment est une illusion? Et si je vous disais que personne n'a réellement le pouvoir de vous rendre en colère, contrarié ou dérangé, à moins que vous ne leur donniez inconsciemment ce pouvoir? C'est une vérité surprenante, cachée à la vue de tous dans nos luttes quotidiennes. Et depuis des milliers d'années, une philosophie puissante offre une feuille de route pratique pour récupérer ce pouvoir. Elle s'appelle le stoïcisme. Pas le stoïcisme au sens d'être des robots sans émotion, mais le stoïcisme comme mode de vie, un système pour construire une force intérieure et trouver la tranquillité dans un monde chaotique. Les anciens stoïciens luttaient contre les mêmes défis humains auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, y compris les personnes agaçantes. Et ils ont découvert des secrets profonds et exploitables pour protéger leur paix. Ce ne sont pas que des idées abstraites, ce sont des outils éprouvés au combat pour la maîtrise émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons plonger en profondeur dans 10 leçons transformatrices enracinées dans la sagesse stoïcienne. Nous allons découvrir les raisons surprenantes pour lesquelles vous êtes dérangé en premier lieu. Explorer des stratégies incroyablement efficaces pour arrêter de réagir impulsivement et apprendre à construire une forteresse intérieure qu'aucune quantité de bruit extérieur ou de personnes difficiles ne peut pénétrer. À la fin, vous ne comprendrez pas seulement pourquoi vous êtes dérangé. Vous aurez les principes et les étapes pratiques pour choisir le calme, reprendre votre pouvoir et vivre véritablement une vie imperturbable. Prêt à débloquer cette paix intérieure? Commençons par le tout premier principe fondamental qui change tout. Alors, où commence cet incroyable pouvoir, cette capacité à rester inébranlable, même au milieu du chaos? Tout commence par ce que les anciens stoïciens considéraient comme le fondement absolu. C'est une idée simple, mais radicale. Et honnêtement, elle a bouleversé mon propre monde lorsque je l'ai vraiment comprise. Voici l'accroche de cette première leçon. Et si la plupart des choses qui vous volent votre paix n'étaient pas réellement le problème? Et si le problème était simplement la direction dans laquelle vous dirigez votre énergie? Les stoïciens avaient une carte cristalline pour cela. Ils divisaient l'univers entier, tout ce qui existe, en seulement 2 catégories simples. 2 cercles, si vous voulez. Il y a des choses qui sont sous votre contrôle et il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. C'est tout. Tout tombe dans l'un de ces 2 paniers. Alors, qu'y a-t-il dans ce premier cercle?
celui qui est véritablement sous votre contrôle? Eh bien, ce n'est pas grand-chose, selon la plupart des gens. Ce n'est pas votre titre de poste. Ce n'est pas la somme d'argent sur votre compte bancaire. Ce n'est pas ce que quelqu'un d'autre dit ou fait. Ce n'est même pas votre propre corps ou votre santé en fin de compte. Les stoïciens disaient que ce qui est véritablement sous votre contrôle, c'est votre propre monde intérieur. Ce sont vos jugements sur les choses. Ce sont vos impulsions et vos désirs. Ce sont vos aversions, ce que vous choisissez de rejeter. Ce sont vos opinions, vos valeurs, votre caractère. C'est essentiellement la façon dont vous choisissez d'utiliser votre propre esprit. C'est le premier cercle. Maintenant, tout le reste tombe dans le deuxième cercle, hors de votre contrôle. Les opinions des autres sur vous, hors de votre contrôle. Que le feu tricolore passe au vert ou reste rouge, hors de votre contrôle. La météo de demain, hors de votre contrôle. Que votre patron soit de bonne ou de mauvaise humeur, hors de votre contrôle. Qu'un étranger soit poli ou incroyablement grossier, hors de votre contrôle. Même si vous tombez malade ou restez en bonne santé, si vous êtes promu ou licencié en fin de compte, ces choses ont des éléments hors de votre contrôle direct et absolu. Ce qui nous amène à la vérité inconfortable. La plupart des choses qui nous préoccupent, dont nous nous plaignons et qui nous dérangent, se trouvent carrément dans ce deuxième cercle. Elles sont hors de notre contrôle. Repensez à ce moment où quelqu'un a gâché votre journée. Est-ce leur action qui l'a gâchée ou votre jugement et votre réaction à leur action? Les stoïciens ont réalisé qu'une grande partie de notre souffrance provient de cette erreur fondamentale. Nous nous épuisons à essayer de contrôler l'incontrôlable, essayer de changer les autres, essayer de forcer les résultats, essayer de faire en sorte que le monde se comporte exactement comme nous le pensons. C'est comme essayer de diriger un navire en criant aux vagues au lieu d'utiliser le gouvernail. Les vagues, comme le comportement des autres, vont faire ce qu'elles vont faire. Mais votre capacité à ajuster le gouvernail, vos jugements, vos réactions, cela dépend entièrement de vous. Voici une erreur courante que nous commettons. Nous confondons l'influence avec le contrôle. Oui, vous pouvez influencer les gens par la persuasion, en fixant des limites ou par votre propre comportement. Mais vous ne pourrez jamais contrôler leurs choix ou leurs réactions ultimes. Accepter cela ne signifie pas abandonner. Il s'agit de mettre votre énergie là où elle compte vraiment. Mettre votre énergie là où elle peut réellement faire la différence. Dans ce premier cercle, votre monde intérieur. La leçon ici, la première étape fondamentale pour être imperturbable est de reconnaître cette limite. La paix ne vient pas du monde ou des autres qui finissent par se comporter comme vous le souhaitez. Elle vient de la maîtrise de ce qui vous appartient véritablement de commander, vous-même. En partant de cette idée, si nos réactions sont la clé pour être imperturbables, comment prenons-nous réellement le contrôle de celle-ci dans le feu de l'action? Partant de cette idée, si nos réactions sont la clé pour ne pas être dérangés, comment prenons-nous réellement le contrôle de celle-ci dans le feu de l'action? Parce que, soyons honnêtes, savoir que quelque chose est sous votre contrôle est une chose. Se retrouver soudainement bouillonnant de frustration en est une autre. Voici l'accroche de cette leçon. Et si le moment le plus puissant de votre journée ne durait qu'une seule respiration? Pensez à cet instant où quelque chose se produit qui habituellement vous met hors de vous. Peut-être que quelqu'un dit quelque chose de critique lors d'une réunion, ou vous conduisez et quelqu'un fait quelque chose d'incroyablement imprudent. Votre rythme cardiaque s'accélère, vos muscles se tendent, votre esprit s'emballe. Cette vague d'émotions semble automatique, n'est-ce pas? Comme une réaction instantanée et inévitable à un événement extérieur. Mais les stoïciens et les penseurs sages à travers l'histoire
ont identifié quelque chose de crucial qui se produit dans cette fraction de seconde. Ils disaient qu'entre le stimulus, la chose qui se passe à l'extérieur de vous, et votre réponse, la façon dont vous réagissez, il y a un espace minuscule et puissant. Juste un moment, une pause. Dans cet espace, ont-ils réalisé, réside votre liberté. Dans cet espace, réside votre pouvoir de choisir. Cela semble automatique, parce que nous nous sommes entraînés à réagir de cette façon. C'est une habitude. Souvent, c'est lié à de vieux instincts de survie ou à des comportements appris. Notre cerveau est câblé pour des réactions rapides. Mais ce qui nous rend uniquement humains, c'est notre capacité à la raison. Au choix conscient, revenons à cet exemple de la circulation. Quelqu'un vous coupe dangereusement la route, le stimulus. Votre impulsion immédiate pourrait être la rage. Klaxonner, peut-être crier quelque chose que vous regretterez, sentir votre tension artérielle monter en flèche. C'est la réponse automatique et non entraînée. Mais l'approche stoïcienne dit « Attendez ». Juste après qu'il vous ait coupé la route, avant que la colère ne vous submerge complètement, il y a un espace. Peut-être que ce n'est qu'une inspiration brusque. Peut-être que c'est la demi-seconde qu'il faut à votre cerveau pour traiter. Dans cet espace, vous pouvez vous rappeler, leur conduite est hors de mon contrôle. Ma sécurité est ma priorité. Ma colère en ce moment ne fait que me nuire. Et dans cet instant, vous pouvez choisir une réponse différente, une réponse consciente. Peut-être que c'est juste laisser tomber et se concentrer sur la route. Peut-être que c'est une respiration profonde et un rappel silencieux à vous-même d'être présent. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez. Il s'agit de reconnaître que le sentiment, comme l'agacement ou la surprise initiale, est distinct de la réaction, se laisser consumer par la rage. Le sentiment peut être naturel. La réaction est un choix que vous faites sur la façon d'agir ou d'interagir avec ce sentiment. Voici une façon simple de commencer à pratiquer l'utilisation de cet espace vital. Lorsque vous sentez cette vague familière, ce moment de déclenchement, essayez ces 3 étapes. Premièrement, faites une pause. Arrêtez-vous juste une seconde. Prenez une inspiration. Ne parlez pas, n'agissez pas, faites juste une pause. Deuxièmement, identifiez. Nommez silencieusement l'émotion que vous ressentez. D'accord, je me sens frustré en ce moment. Ça m'a fait me sentir manquer de respect. Le fait de la nommer vous aide à vous détacher du fait d'être complètement emporté par elle. Troisièmement, choisissez votre réponse en fonction de vos valeurs, en fonction de votre objectif de maintenir la paix, en fonction de ce qui est réellement sous votre contrôle. Comment voulez-vous agir? Voulez-vous envenimer la situation ou voulez-vous préserver votre énergie? Voulez-vous réagir sur une impulsion ou répondre avec intention? Le pouvoir de choisir votre réponse est la première et la plus directe façon de cesser d'être contrôlé par les actions des autres. Il déplace l'attention du déclencheur externe vers votre état interne, là où réside votre véritable pouvoir. Ensuite, nous explorerons l'une des plus grandes sources de déception et de frustration lorsque nous avons affaire aux autres, et comment l'application de ce principe nous aide à la gérer. Nous avons parlé de la façon dont notre réaction est la véritable source de notre trouble, et non l'événement extérieur lui-même. Et nous savons que les actions des autres se trouvent fermement dans la catégorie « hors de mon contrôle ». Mais que se passe-t-il lorsque ces actions extérieures se heurtent complètement à notre image intérieure de la façon dont les choses devraient être? Voici l'accroche de cette leçon. Et si votre plus grande source de frustration n'était pas ce que les gens font, mais ce que vous attendez silencieusement d'eux? Avez-vous déjà ressenti cette vive pointe de déception lorsqu'un ami ne s'est pas montré à la hauteur de vos attentes? Ou lorsqu'un membre de votre famille
dit quelque chose qui ignore complètement vos sentiments et que vous pensez « Comment peuvent-ils agir ainsi ?» Peut-être s'agit-il d'un collègue qui ne respecte pas constamment une norme que vous considérez comme un professionnalisme de base. Dans ces moments, la douleur ne vient souvent pas seulement de leur action, mais du contrat tacite que nous avions dans notre esprit. L'attente. Nous projetons nos propres valeurs, nos propres priorités, notre propre sens du bien et du mal sur les autres. Nous pensons « Eh bien, je ne ferai jamais ça » ou « J'aurais géré ça de cette façon ». Et quand ils agissent inévitablement selon leurs valeurs, leurs priorités, leur état d'esprit actuel, qui sont hors de votre contrôle, souvenez-vous, nous nous sentons déçus, frustrés, voire trahis. C'est là que le principe stoïcien de l'acceptation entre en jeu magnifiquement. Pas l'acceptation comme cautionnement d'un mauvais comportement, mais l'acceptation comme reconnaissance de la réalité. La réalité est que les autres ne sont pas vous. Ils suivent leur propre chemin, façonnés par des expériences que vous n'avez pas vécues, des croyances que vous ne partagez pas et des luttes internes dont vous ignorez peut-être tout. S'attendre à ce qu'ils se comportent constamment comme vous le feriez, c'est comme se mettre en colère contre un chat parce qu'il n'aboie pas. C'est lutter contre leur nature fondamentale, qui est une réalité externe que vous ne pouvez pas contrôler. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Ils savaient que fonder votre paix sur la condition que les autres agissent d'une certaine manière, c'est se préparer à un échec et à une frustration continue. C'est donner votre pouvoir à chaque personne avec laquelle vous interagissez. Une erreur courante ici est d'essayer de punir subtilement, ou pas si subtilement, les gens avec notre mécontentement lorsqu'ils ne répondent pas à nos attentes. Leur faire la tête, faire des commentaires passifs, agressifs, espérer qu'ils comprendront d'une manière ou d'une autre comment ils auraient dû agir et changer pour la prochaine fois. Mais cela fonctionne rarement à long terme et vous coûte presque toujours votre propre paix dans le processus. Alors, comment nous débarrassons-nous de ces attentes et cessons-nous de nous laisser déranger par elles? Premièrement, reconnaissez l'attente elle-même. Lorsque vous sentez cette déception monter, faites une pause et demandez-vous « Qu'attendais-je de cette personne ou de cette situation ?» Deuxièmement, remettez en question cette attente. Est-il réaliste de s'attendre à ce que cette personne spécifique, compte tenu de qui elle était et des circonstances, agisse exactement comme moi? Cette attente concerne-t-elle elle ou ma propre préférence et mon désir de contrôle? Troisièmement, recentrez votre attention sur vous-même. Acceptez que leur comportement soit hors de votre contrôle. Ensuite, recentrez votre énergie sur ce qui est sous votre contrôle, votre jugement de la situation et votre réponse choisie. Reportez-vous au point 2. Vous pouvez choisir l'acceptation, vous pouvez choisir de comprendre, sans nécessairement être d'accord avec, leurs perspectives ou leurs limites. Vous pouvez choisir d'ajuster votre réaction au lieu d'exiger un changement de leur comportement. Se libérer de la façon dont vous pensez que les autres devraient agir est incroyablement libérateur. Cela vous affranchit d'un état constant de déception potentielle et vous permet d'interagir avec les gens tels qu'ils sont, protégeant ainsi votre calme intérieur. Un autre domaine majeur où nos attentes et les influences extérieures se heurtent est la façon dont nous nous percevons nous-mêmes, fortement influencés par les opinions des autres. Partant de cette idée, il existe un autre domaine immense où nous cédons souvent inconsciemment notre pouvoir de nous laisser déranger. Et celui-ci est particulièrement difficile dans notre monde hyper connecté et régi par les médias sociaux. Voici l'accroche de cette leçon. Et si la prison la plus dangereuse n'était pas faite de barreaux, mais des pensées des autres à votre sujet? Avez-vous déjà partagé une idée qui vous enthousiasmait? Peut-être un nouveau projet au travail,
une création en ligne ou simplement une décision de vie que vous aviez prise. Et puis, vous avez attendu. Vous avez attendu la réaction, les éloges ou vous vous êtes préparé aux critiques. Ce sentiment de vulnérabilité, cet espoir mêlé d'appréhension est incroyablement courant. Il est enraciné dans notre besoin humain profond d'appartenir, d'être accepté. Mais lorsque ce besoin se transforme en une soif constante de validation, lorsque nous commençons à laisser les « j'aime », les commentaires, l'approbation ou la désapprobation des autres définir notre valeur, nous construisons notre estime de soi sur une base complètement hors de notre contrôle. Pensez-y, l'opinion que quelqu'un d'autre a de vous n'est que une pensée dans sa tête. Elle est filtrée par ses expériences, ses préjugés, son humeur de ce jour précis. Elle n'a absolument aucun pouvoir de changer qui vous êtes fondamentalement. Pourtant, nous la laissons nous déranger sans fin. Un commentaire dédaigneux d'un collègue peut piquer pendant des heures. Une critique négative en ligne peut ressembler à une attaque personnelle. Même le silence ou un manque d'éloge attendu peut nous faire douter de notre valeur. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, l'a parfaitement exprimé. Il a écrit « Rien ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. N'est-ce pas fascinant ? Nous sommes intimement conscients de nos propres intentions, de nos propres luttes, de notre propre parcours, mais nous accordons plus de poids au jugement fugace d'un étranger qu'à notre propre connaissance de soi. La voie stoïcienne nous encourage à construire notre estime de soi sur des bases solides, sur notre caractère, nos efforts, notre engagement à vivre selon nos valeurs. Ce sont des choses fermement sous votre contrôle. Contrairement au sable mouvant de l'opinion publique, une erreur courante est de croire que si nous obtenons suffisamment d'approbation, cette soif cessera et nous nous sentirons en sécurité. Ou inversement, laisser une opinion négative l'emporter sur 100 positives. Ni l'un ni l'autre ne mène à une paix durable. Alors, comment vous détachez-vous de ce puissant besoin de validation externe ? Premièrement, reconnaissez cette soif lorsqu'elle se manifeste. Remarquez cette impulsion de vérifier les « j'aime » après avoir posté ou la piqûre que vous ressentez après une critique. Identifiez-la comme le besoin de validation externe qui se déclenche. Deuxièmement, séparez l'opinion de votre valeur. Demandez-vous, cette opinion est-elle un fait objectif à mon sujet ou est-ce le point de vue subjectif de quelqu'un d'autre ? Rappelez-vous la dichotomie du contrôle. Leur opinion est externe. Votre valeur est interne. Troisièmement, reconnectez-vous à votre boussole intérieure. Rappelez-vous vos valeurs, vos efforts, votre intégrité. Ancrez votre estime de soi dans ce que vous contrôlez, votre caractère et vos actions. Pratiquez l'indifférence sélective. Écoutez les critiques constructives. Nous en parlerons plus tard, mais entraînez-vous à laisser aller la négativité injustifiée ou la poursuite sans fin des applaudissements externes. Se libérer du besoin d'approbation constante est un puissant acte de libération de soi. Il vous permet de vivre authentiquement, de faire des choix basés sur vos propres valeurs et de protéger votre paix intérieure des vents imprévisibles de l'opinion externe. Au-delà des opinions sur nous, ce sont parfois nos propres jugements internes sur le monde qui nous causent le plus de problèmes, ce qui nous amène à la prochaine leçon stoïcienne cruciale. Très bien, nous avons donc exploré comment se détacher des opinions externes et du besoin de validation. Partant de cette idée, allons encore plus profondément en nous, parce que parfois, la plus grande source de notre trouble n'est pas seulement les opinions externes à notre sujet. Ce sont nos propres jugements internes sur le monde qui nous entoure. Voici l'accroche de cette leçon.
Et si les choses qui vous contrarient n'étaient pas contrariantes du tout? Pensez à une situation frustrante. Peut-être que votre train est en retard, ou quelqu'un annule des projets à la dernière minute, ou vous voyez quelque chose en ligne qui vous met en colère. En surface, on a l'impression que ces choses vous font vous sentir mal. Le train en retard vous stresse. Le plan annulé vous fait vous sentir sans importance. Le post en ligne vous rend furieux. Mais les stoïciens, en particulier Épictète, ont offert une perspicacité véritablement profonde qui change tout. Il a dit « Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. Laissez cela s'imprégner un instant. Ce n'est pas le train en retard lui-même qui cause votre stress, c'est votre jugement sur le train en retard. Votre pensée, c'est terrible, ça ne devrait pas arriver, ça va gâcher ma journée. Ce n'est pas le plan annulé qui vous fait vous sentir sans importance. C'est votre interprétation de celui-ci. Votre pensée, ils ne doivent pas accorder de valeur à mon temps. Je ne suis clairement pas une priorité. Ce n'est pas le post en ligne lui-même qui cause la fureur. C'est votre jugement sur le post. Cette personne est mauvaise, c'est scandaleux. Comment ose-t-il penser ça? L'événement extérieur, le train en retard, le plan annulé, le post en ligne, est neutre jusqu'à ce que vous lui appliquiez une étiquette, jusqu'à ce que vous le jugiez bon ou mauvais, juste ou injuste, acceptable ou inacceptable. Et c'est ce jugement, cette histoire interne que vous vous racontez immédiatement qui génère l'émotion. Ceci est fermement sous votre contrôle, souvenez-vous, votre capacité à penser, à raisonner et à juger. Une erreur courante que nous commettons est de croire que nos pensées ou nos jugements initiaux sont automatiquement vrais. Nous réagissons comme si le plan annulé signifiait objectivement que nous n'avons pas d'importance. Nous réagissons comme si le train en retard était une attaque personnelle de l'univers. Nous nous laissons emporter par ces récits internes sans les remettre en question. La pratique stoïcienne consiste à apprendre à faire une pause, retour au point 2, et à examiner ces jugements automatiques, à y projeter la lumière de la raison. Voici comment vous pouvez commencer à gérer vos jugements. Premièrement, attrapez le jugement. Lorsque vous sentez une émotion négative monter en réponse à quelque chose, faites une pause et demandez-vous quelle pensée ou quel jugement vient de traverser mon esprit à propos de cette situation. Deuxièmement, questionnez sa vérité et son utilité. Ce jugement est-il objectivement vrai? Pensez de cette façon, m'aide-t-il ou cela ne fait-il que me causer de la souffrance? Y a-t-il une autre façon de voir cela? Troisièmement, recadrez le jugement si nécessaire. Pouvez-vous trouver une façon plus neutre, voire utile de voir la situation? Au lieu de « ce train en retard gâche ma journée », essayez « d'accord, le train est en retard. Que puis-je faire de ce temps inattendu ?» Quatrièmement, entraînez-vous à simplement observer vos pensées. Reconnaissez que vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas défini par chaque pensée qui vous traverse l'esprit. Vous êtes la conscience derrière les pensées. Maîtriser vos jugements est sans doute la compétence la plus puissante de la boîte à outils stoïcienne pour ne pas être dérangé. Cela signifie prendre la responsabilité de votre paysage intérieur. Il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur. Il s'agit de prendre le contrôle du filtre à travers lequel vous voyez le monde. Au-delà de la gestion de nos jugements internes, parfois la meilleure façon de gérer une provocation externe est de choisir soigneusement notre réponse externe, ce qui nous amène à l'outil puissant du silence stratégique. Au-delà de la simple gestion de nos jugements internes, parfois la meilleure façon de gérer une provocation externe est de choisir soigneusement notre réponse externe. Et cette prochaine leçon offre une approche contre-intuitive qui exige une immense force intérieure.
Voici l'accroche de cette leçon. Et si ne rien dire du tout dans un moment de tension était la chose la plus puissante que vous puissiez faire? Imaginez-vous dans une situation tendue. Peut-être que quelqu'un au travail dit quelque chose de passif-agressif devant les autres. Ou un ami fait une remarque blessante déguisée en blague. Votre impulsion immédiate, répliquer, vous défendre, leur montrer qu'ils ne peuvent pas vous parler de cette façon. Votre esprit s'emballe, cherchant la réplique parfaite, la pique qui les remettra à leur place. Cela ressemble à de la force, n'est-ce pas? Répondre rapidement, vivement. Mais souvent, ce genre de réaction est exactement ce que l'autre personne espère. Votre colère, votre contrariété, votre perte de sang-froid, votre réaction est le combustible qu'ils jettent sur le feu. Les stoïciens et de nombreuses autres traditions de sagesse comprenaient une forme de force plus profonde. La force de ne pas être ému, la force de rester silencieux. Marc Aurèle, qui a fait face à d'innombrables batailles politiques et attaques personnelles en tant qu'empereur, a écrit « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Ce n'est pas le silence parce que vous avez peur. Ce n'est pas le silence parce que vous ne savez pas quoi dire. C'est le silence parce que vous reconnaissez qu'engager la conversation selon leurs termes dans ce moment de provocation ne fait que donner à leur négativité du pouvoir sur vous. En choisissant le silence, vous niez la réaction qu'ils recherchent. Vous refusez d'être entraîné dans leur tempête émotionnelle. Vous maintenez le contrôle sur vos propres paroles et actions qui, souvenez-vous, sont fermement dans votre cercle de contrôle. Un bel enseignement de la philosophie bouddhiste fait écho à cette idée. Ne parlez que si cela améliore le silence. La plupart des paroles colériques et réactives n'améliorent rien. Elles enveniment, elles blessent, elles créent plus de bruit. Choisir le silence stratégique préserve votre énergie. Il protège votre paix. Il désarme souvent l'autre personne parce qu'elle s'attendait à une bagarre et vous avez refusé de vous présenter comme son adversaire. Une erreur courante est d'utiliser le silence de manière passive-agressive. Faire la tête à quelqu'un tout en bouillonnant intérieurement. Ce n'est pas le silence actif et choisi des stoïciens, c'est de la colère refoulée. Le silence stratégique est calme, délibéré et provient d'un lieu de force intérieure. Voici comment pratiquer le pouvoir du silence stratégique. Premièrement, faites une pause. Oui, cette étape fondamentale apparaît à nouveau. Lorsque vous sentez cette vague d'émotions suite à un commentaire provocateur, arrêtez-vous simplement. Prenez une inspiration, créez cet espace. Deuxièmement, écoutez sans formuler immédiatement votre défense. Parfois, les gens ne font que décharger leurs propres problèmes. Vous n'avez pas à les absorber ni à y répondre. Écoutez simplement si vous choisissez d'écouter sans ressentir le besoin automatique d'intervenir. Troisièmement, ne parlez que lorsque c'est nécessaire et avec intention. Si une réponse est requise, assurez-vous qu'elle provienne d'un lieu de raison calme et non d'une émotion réactive. Soyez bref, factuel ou concentré sur la désescalade. Si la seule réponse potentielle est colérique ou défensive, le silence est probablement le choix le plus puissant. Choisir le silence, c'est choisir de ne pas laisser les paroles de quelqu'un d'autre dicter votre comportement ou voler votre paix. C'est reprendre votre voix en choisissant de ne pas l'utiliser. Au-delà du choix de nos réponses, sur le moment, protéger notre paix nécessite également de fixer des limites claires pour gérer les interactions continues et préserver notre énergie, ce qui est notre prochaine leçon essentielle. Au-delà du choix de nos réponses sur le moment, protéger notre paix nécessite également de fixer des limites claires pour gérer les interactions continues et préserver notre énergie. Voici l'accroche de cette leçon.
Et si la clé pour avoir plus d'énergie et moins de ressentiment était simplement d'apprendre à dire non avec gentillesse, avez-vous déjà ressenti un épuisement total à la fin de la journée, comme si vous aviez été tiré dans 1 million de directions différentes? Peut-être qu'un collègue vous interrompt constamment avec des questions non urgentes. Peut-être qu'un ami compte sur vous pendant des heures de soutien émotionnel, mais n'est jamais disponible lorsque vous avez besoin de lui. Peut-être que les obligations familiales s'accumulent, ne vous laissant aucun temps pour vous. On a l'impression qu'il faut dire oui, n'est-ce pas? Comme si dire non vous rendrait égoïste, impoli ou un mauvais ami, membre de la famille employé. Mais voici la vérité que les stoïciens comprenaient à leur manière. On ne peut pas verser d'une tasse vide. Protéger votre paix, votre temps et votre énergie n'est pas égoïste, c'est essentiel pour votre bien-être. Et c'est une puissante application de la dichotomie du contrôle. Rappelez-vous, les demandes et les attentes des autres sont hors de votre contrôle. Mais votre réponse à ces demandes, la façon dont vous choisissez de dépenser votre temps et votre énergie, cela est fermement sous votre contrôle. Les limites sont simplement la façon dont vous définissez comment les autres peuvent interagir avec vous et vos ressources. Ce sont des clôtures invisibles qui protègent votre espace intérieur. Sans limite claire, vous laissez la porte grande ouverte à ce que votre paix soit constamment perturbée par les exigences des autres. Épictète parlait de vivre comme nous le souhaitons, en accord avec la nature et la raison. Vivre comme vous le souhaitez nécessite de gérer sagement vos ressources les plus précieuses, votre temps, votre énergie, votre espace mental. Fixer des limites est une façon d'honorer vos propres besoins et priorités, ce qui est un aspect fondamental du respect de soi selon la pensée stoïcienne. Une erreur courante est de ne pas fixer de limites du tout, ce qui conduit à l'épuisement et au ressentiment. Une autre est de les fixer de manière incohérente, envoyant des signaux mitigés, ou de les fixer agressivement lorsque vous craquez finalement, ce qui nuit aux relations. Les limites d'inspiration stoïcienne sont calmes, claires et fermes. Elles proviennent d'un lieu de protection de votre citadelle intérieure, et non de la colère ou de la tentative de contrôler l'autre personne. Voici comment vous pouvez commencer à construire et à maintenir des limites saines. Premièrement, identifiez vos limites. Qu'est-ce qui vous draine? Qu'est-ce qui vous rend amer? Où vous sentez-vous constamment dépassé? Ce sont des indices pointant vers les endroits où vous avez besoin de limites plus claires. Deuxièmement, communiquez vos limites calmement et clairement. Vous n'avez pas besoin de vous excuser excessivement, ni de trouver des excuses élaborées. Utilisez des phrases commençant par « je » pour vous concentrer sur vos besoins. Par exemple, au lieu de « tu me refiles toujours du travail », essayez « je ne peux pas accepter de tâches supplémentaires après 16 heures, car j'ai besoin de me concentrer sur la finalisation de mes projets ». Au lieu de « tu parles trop de tes problèmes », essayez « je me soucie de toi, mais je n'ai qu'environ 15 minutes pour discuter en ce moment ». Troisièmement, soyez cohérent. C'est crucial. La première fois que vous faites respecter une limite peut sembler maladroit ou rencontrer de la résistance. Mais maintenir vos limites de manière cohérente apprend aux gens comment vous traitez et renforce le fait que vous pensez ce que vous dites. Fixer et maintenir des limites saines ne consiste pas à repousser les gens. Il s'agit de créer de l'espace pour les bonnes personnes et les bonnes activités dans votre vie. C'est un acte de respect de soi qui protège votre précieuse énergie. Ensuite, nous explorerons une pratique active que vous pouvez utiliser en interne pour modifier votre état émotionnel, même lorsque les choses extérieures sont difficiles. Cultivez la gratitude. Nous avons donc parlé de la gestion de nos réactions sur le moment, du filtrage de nos jugements, du détachement des opinions et de la fixation de limites.
Maintenant, explorons une pratique interne active qui peut puissamment transformer votre état émotionnel, même lorsque les choses extérieures font de leur mieux pour vous déranger. Voici l'accroche de cette leçon. Et si l'arme secrète contre l'agacement n'était pas de combattre le négatif, mais simplement de trouver le positif? Avez-vous déjà eu une de ces journées? Vous savez, le genre où vous renversez votre café, vous tombez sur tous les feux rouges, un collègue fait un commentaire passif-agressif et à midi, vous avez l'impression que l'univers essaie personnellement de vous agacer. Dans des moments comme cela, il semble impossible de changer votre humeur. Votre esprit est fixé sur tout ce qui va mal. Mais et si, même dans cette spirale, vous pouviez trouver un moyen d'introduire un sentiment complètement différent? C'est là qu'intervient la pratique de la gratitude. Et voici la vérité simple et puissante à ce sujet. Vous ne pouvez pas ressentir sincèrement de la gratitude et être profondément dérangé ou en colère, exactement au même moment. La gratitude est comme un bouton de réinitialisation mentale. Elle ne fait pas disparaître la situation agaçante. Le trafic est toujours là. Le commentaire a toujours été fait. Mais elle redirige immédiatement votre attention, votre énergie, votre jugement interne, rappelez-vous le point 5, vers quelque chose de complètement différent. Quelque chose qu'il est sous votre contrôle de percevoir et d'apprécier. Les stoïciens pratiquaient une forme d'appréciation de ce qui est. Ils comprenaient la nature transitoire des choses et trouvaient de la valeur dans le moment présent, dans les simples cadeaux de la vie qui sont souvent négligés lorsque nous sommes concentrés sur ce qui nous dérange. Repensez à cet exemple d'embouteillage. Au lieu de simplement fulminer, de laisser la frustration monter. Et si vous faisiez une pause, preniez une inspiration et cherchiez consciemment une seule chose pour laquelle être reconnaissant. Peut-être est-ce la voiture confortable dans laquelle vous êtes assis? Peut-être est-ce le fait que vous ayez accès à un moyen de transport? Peut-être est-ce la musique qui passe à la radio ou la climatisation? Peut-être est-ce simplement le fait que vous êtes en sécurité et en bonne santé à l'intérieur de votre voiture. Cela peut sembler forcé au début, surtout lorsque vous êtes contrarié. Mais essayez constamment de trouver quelque chose, n'importe quoi, modifie votre état interne. Cela crée une fissure dans le mur de la frustration, permettant à une perspective différente d'entrer. Une erreur courante est de penser que la gratitude signifie ignorer le problème ou faire semblant d'être heureux quand on ne l'est pas. C'est de la positivité toxique. La vraie gratitude, d'un point de vue stoïcien, reconnaît la difficulté. D'accord, ce trafic est frustrant, mais choisit de se concentrer sur ce qui est présent et précieux. Mais je suis reconnaissant d'avoir une voiture sûre dans laquelle m'asseoir. Épictète avait une façon classique et directe de le dire après avoir raconté une journée difficile. Levons-nous et soyons reconnaissants, non pas parce que nous n'avons pas beaucoup appris ou rien de nouveau aujourd'hui, mais parce que nous avons eu une journée du tout. Non pas parce que nous ne nous sommes pas améliorés, mais parce que nous n'avons pas été malades. Non pas parce que nous n'avons pas été malades, mais parce que nous ne sommes pas morts. Alors, soyons reconnaissants d'IA de ne pas être morts. Son point, il y a toujours quelque chose, au niveau le plus fondamental pour lequel être reconnaissant, ce qui relativise les petites contrariétés. Voici comment faire de la gratitude une pratique plus active contre le fait d'être dérangé. Premièrement, faites une pause et cherchez, lorsque vous êtes déclenché après avoir fait cette pause initiale, cherchez activement 1 à 3 choses, aussi petites soient-elles, pour lesquelles vous pouvez sincèrement vous sentir reconnaissant à ce moment-là ou en lien avec la situation. Deuxièmement, pratiquez la réflexion quotidienne. Prenez l'habitude de lister quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, peut-être dans un journal ou simplement dans votre esprit.
Cela entraîne votre cerveau à rechercher le positif même lorsque les choses sont neutres ou légèrement négatives. Troisièmement, utilisez la gratitude comme un recadrage. Lorsque quelque chose vous dérange, après avoir géré votre jugement initial, voyez si vous pouvez appliquer la gratitude pour trouver une lueur d'espoir ou une leçon apprise. C'était agaçant, mais je suis reconnaissant de la patience que cela m'a enseigné. La gratitude n'est pas qu'un sentiment agréable. C'est un outil puissant pour rediriger votre énergie interne et choisir activement la paix plutôt que l'agacement. Ensuite, nous examinerons un autre type spécifique d'influence externe qui nous dérange souvent profondément, la critique, et comment la gérer de manière constructive en utilisant les principes stoïciens. Très bien, nous avons exploré comment utiliser la gratitude pour modifier activement votre état interne. Maintenant, examinons un type spécifique d'influence externe qui nous dérange souvent profondément, la critique, et comment la gérer non pas comme une attaque, mais comme une opportunité. Voici l'accroche de cette leçon. Et si le feedback qui pique le plus était en réalité une clé cachée pour devenir meilleur? Pensez à un moment où quelqu'un a souligné un défaut dans votre travail, ou vous a donné un conseil non sollicité qui ressemblait moins à de l'aide qu'à un jugement. Peut-être était-ce un commentaire sur quelque chose de créatif que vous avez partagé en ligne. Quelle a été votre première réaction? Si vous êtes comme la plupart des gens, moi y compris parfois, il y a un resserrement immédiat dans votre poitrine, une montée de défensive, une envie de vous justifier, de vous défendre ou de simplement vous fermer complètement. La critique semble personnelle parce qu'elle touche souvent à nos insécurités ou à l'effort que nous avons investi. Elle ressemble à une attaque contre nous. Mais les stoïciens, avec leur concentration sur l'amélioration continue de soi et la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, voyaient la critique différemment. Ils la considéraient comme une information potentielle, une information externe, hors de votre contrôle dans sa livraison, mais une opportunité interne dans la façon dont vous choisissez de la traiter. Considérez la critique, en particulier la critique constructive, non pas comme un jugement de vous, mais comme un feedback pour vous. Comme la pluie, selon un dicton. Elle peut nourrir la croissance si elle est reçue doucement, ou emporter la couche arable si c'est une forte averse. Votre travail consiste à construire le sol et à gérer la façon dont vous recevez la pluie. Épictète offrait une perspective plutôt directe et très stoïcienne à ce sujet. Il a dit « Si quelqu'un vous dit qu'une certaine personne parle mal de vous, ne cherchez pas d'excuses à ce qui est dit de vous, mais répondez « Il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il n'aurait mentionné que cela. » Son point n'était pas de se complaire dans l'apitoiement sur vos défauts. Il s'agissait de remettre la critique en perspective. Reconnaissez que tout le monde, y compris vous-même, est imparfait et complexe. Le critique ne voit probablement qu'une petite partie du tableau. Et souvent, sa critique en dit autant sur lui, ses normes, son humeur, ses préjugés, que sur vous. Une erreur courante est de réagir émotionnellement sans filtrer le feedback. Soit accepter chaque mot négatif comme une vérité absolue, le laissant détruire votre confiance, soit rejeter toute critique d'emblée, jetant ainsi des opportunités précieuses de croissance. Aucun de ces extrêmes ne sert votre objectif de devenir imperturbable et maître de vous. Voici comment recadrer et gérer la critique comme un stoïcien. Premièrement, faites une pause et respirez. Encore une fois, créez cet espace entre la réception de la critique et votre réaction. Ne parlez pas immédiatement si vous vous sentez émotif. Deuxièmement, évaluez la source. De qui cela vient-il? Ont-ils une expertise dans ce domaine? Ont-ils vos meilleurs intérêts à cœur?
ou sont-ils juste en train de se défouler ou d'essayer de vous rabaisser? Cela vous aide à décider du poids à accorder à leurs paroles. Troisièmement, filtrez pour la leçon. Même dans une critique mal formulée ou apparemment injuste, essayez de trouver un grain de vérité ou une perspicacité potentielle. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez apprendre? Quelque chose qui pourrait vous aider à vous améliorer, même légèrement? Or, quatrièmement, posez des questions clarifiantes, si appropriées. Si la critique est vague ou confuse, demandez calmement des exemples spécifiques ou des suggestions d'amélioration. Cela montre que vous êtes ouvert à l'apprentissage et vous aide à mieux comprendre le feedback. Traitez la critique comme des données potentielles plutôt que comme une attaque personnelle change toute votre relation avec elle. Elle passe d'une force externe qui vous dérange à un processus interne que vous contrôlez pour votre propre bénéfice. Savoir évaluer les informations externes comme la critique est essentiel. Mais enfin, pour vivre véritablement une vie imperturbable, nous devons maîtriser la pratique la plus difficile de toutes. Laisser aller les choses, les personnes et les moments qui continuent de nous alourdir. Nous avons donc abordé la gestion des réactions, des attentes, des opinions, des jugements, l'utilisation du silence, la fixation de limites, la pratique de la gratitude et le recadrage de la critique. Tous ces outils nous aident à gérer les moments difficiles et les déclencheurs externes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Mais parfois, malgré tous nos efforts, il se passe des choses qui nous blessent profondément. Nous pouvons nous éloigner d'une situation, mais la colère, la douleur, le ressentiment persistent, ce qui nous amène à la dernière leçon et sans doute la plus difficile de la philosophie stoïcienne, l'art de laisser aller. Voici l'accroche de cette leçon. Et si le fardeau le plus lourd que vous portez n'était pas ce que quelqu'un vous a fait, mais votre refus de le déposer? Imaginez tenir un charbon ardent. Vous l'avez ramassé avec colère, peut-être avec l'intention de le renvoyer à la personne qui vous a fait du tort. Mais pendant que vous attendez le bon moment, ou même si vous ne le jetez jamais, le charbon continue de vous brûler la main. C'est ce que ressentir de la colère, des rancunes et du ressentiment provoque. L'autre personne passera peut-être à autre chose, complètement indifférente. Mais vous, c'est vous qui êtes brûlé. Cette puissante métaphore met en lumière la compréhension stoïcienne que s'accrocher à des émotions négatives liées à des événements passés ou aux actions des autres est principalement un acte d'automutilation. Ces événements appartiennent au passé, fermement hors de votre contrôle maintenant. La nature et les choix de l'autre personne sont hors de votre contrôle. S'accrocher aux résidus émotionnels ne les punit pas, cela vous punit vous. Comme le Bouddha l'a sagement dit, s'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Laisser aller ne signifie pas oublier ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas dire « ce n'était pas grave ». Cela ne signifie pas que vous cautionnez un comportement nuisible. Cela signifie libérer votre attachement à la douleur, à l'injustice, au désir de vengeance ou au fait que les choses auraient dû être différentes. Cela signifie libérer votre énergie, votre espace mental et votre bien-être émotionnel de l'emprise du passé. Cela signifie reprendre votre pouvoir de vivre dans le présent. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que nous nous sentons souvent validés dans notre colère. Nous avons l'impression que laisser aller signifie que l'autre personne s'en est tirée. Nous pouvons nous identifier au rôle de victime, ou nous ne savons tout simplement pas comment traiter la douleur autrement qu'en nous y accrochant. Mais les stoïciens savaient que concentrer son énergie sur le passé, sur l'incontrôlable, est un gaspillage du précieux moment présent où nous pouvons agir vertueusement et construire une bonne vie. Marc Aurèle nous rappelle « Ne vous laissez pas troubler par ce qui est hors de votre pouvoir.
Le passé est hors de votre pouvoir. Les actions des autres sont hors de votre pouvoir. Votre paix vient du fait de laisser aller votre exigence que ces choses externes soient différentes de ce qu'elles ont été. Lao Tse, d'une tradition de sagesse différente mais complémentaire, a offert « Quand je lâche prise de ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. » Laissez aller l'identité de la personne lésée, de la victime, de l'individu en colère, vous libère pour devenir quelqu'un défini par la paix, la résilience et la force intérieure. Voici comment commencer à pratiquer l'art de laisser aller. Premièrement, reconnaissez le sentiment sans jugement. Permettez-vous de ressentir la douleur ou la colère. La refouler ne la fait pas disparaître. Deuxièmement, reconnaissez le coup de s'accrocher. Considérez consciemment comment le ressentiment vous nuit, votre sommeil, vos relations, votre joie, votre santé. Troisièmement, recadrez l'expérience pour en tirer une leçon. Même dans des situations douloureuses, pouvez-vous en tirer une leçon sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Cela déplace l'attention de la douleur vers une croissance potentielle, en lien avec le point 9. Quatrièmement, redirigez activement votre attention. Lorsque votre esprit revient à l'événement, ramenez doucement mais fermement votre attention au moment présent ou à quelque chose de positif en lien avec le point 8, gratitude. Enfin, envisagez un acte symbolique. Parfois, écrire physiquement ce qui s'est passé et ce que vous ressentez, puis brûler ou déchirer le papier en toute sécurité, peut être un rituel puissant signalant votre intention de le libérer. Laisser aller n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique. C'est un choix conscient que vous faites, moment par moment, jour après jour. Et c'est l'acte ultime de reprendre votre pouvoir et de protéger votre paix. Lorsque vous maîtrisez l'art de laisser aller, vous cessez d'être dérangé par le passé, par les actions des autres et par tout ce qui est hors de votre contrôle. Vous devenez véritablement libre. Introduction à la conclusion. Nous avons donc parcouru ces 10 leçons puissantes, de la compréhension du contrôle à la maîtrise de l'art de la libération. Mais comment tisser ces idées anciennes dans le tissu de votre vie moderne et chargée? Résumons tout et parlons de la mise en action de ces principes dès aujourd'hui. Nous avons donc parcouru ces 10 puissantes leçons de la compréhension du contrôle à la maîtrise de l'art de la libération. Nous avons commencé par dévoiler le principe stoïcien fondamental, distinguer ce qui est véritablement sous votre contrôle, votre monde intérieur, de tout le reste qui ne l'est pas. Nous avons vu comment votre réaction, et non l'événement extérieur, est la véritable source de votre trouble, et comment trouver cet espace crucial pour choisir votre réponse. Nous avons exploré la liberté qui découle du fait de lâcher prise sur les attentes concernant la façon dont les autres devraient se comporter. Et nous nous sommes attaqués au travail difficile de nous détacher des opinions externes et de construire notre valeur de l'intérieur. Nous avons plongé dans la gestion de nos propres jugements internes, les histoires que nous nous racontons qui causent souvent plus de douleur que les événements eux-mêmes. Nous avons découvert la force tranquille de choisir le silence stratégique face à la provocation. Nous avons appris l'importance de fixer et de maintenir des limites saines pour protéger notre énergie et notre espace. Nous avons constaté comment la pratique active de la gratitude peut déplacer notre attention et transformer l'agacement en perspective. Et nous avons exploré comment recadrer la critique, transformant les points potentiels de douleur en précieuses leçons de croissance. Enfin, nous avons abordé l'art profond de laisser aller, libérer le lourd bagage du passé et de l'incontrôlable. Vous vous souvenez de la promesse au début? Que vous n'avez pas à être constamment détourné par les paroles ou les actions des autres? Que vous pouvez cultiver un sentiment de paix si fort
que même les situations irritantes ne peuvent pas vous ébranler? Cette promesse n'est pas seulement possible, elle est à votre portée. Ces principes ne sont pas une pilule magique, ils sont comme la construction d'un muscle. Cela demande de la conscience, cela demande de la pratique. Parfois vous réussirez et parfois vous retomberez dans de vieilles habitudes. Ce n'est pas grave. Le but n'est pas la perfection, c'est le progrès. Il s'agit de se présenter chaque jour et de choisir, moment par moment, de concentrer votre énergie là où elle compte réellement. Sur vos propres pensées, vos propres réactions, votre propre caractère. Vivre une vie imperturbable ne signifie pas vivre une vie sans défi ni personne difficile. Cela signifie vivre une vie où vous avez les outils intérieurs, la sagesse et la force nécessaires pour surmonter ces défis avec grâce et résilience. Cela signifie reprendre votre pouvoir au chaos extérieur et trouver votre paix inébranlable à l'intérieur. Ce voyage dans le stoïcisme est un chemin vers une véritable liberté émotionnelle. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces 10 leçons, veuillez donner un pouce levé à cette vidéo. Vos j'aime aident cette sagesse à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir du mal à trouver leur propre paix. Et si vous souhaitez continuer à construire votre force intérieure et à appliquer la philosophie antique à la vie moderne, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces 10 leçons résonne le plus en vous? Ou laquelle trouvez-vous la plus difficile à mettre en pratique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, veuillez partager cette vidéo avec lui. Pour plus de sagesse stoïcienne et d'outils pratiques pour une vie meilleure, consultez, mentionnez un titre de vidéo ou une playlist spécifique pertinente, ou simplement dire « mes autres vidéos sur la chaîne ». Merci beaucoup d'avoir regardé et d'avoir investi dans votre propre paix intérieure. Continuez à pratiquer, continuez à grandir et continuez à choisir de vivre une vie où vous êtes celui qui contrôle votre calme. Vous y arriverez